On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du programme des petits ambassadeurs du garde-manger du Québec en Montérégie. Mais d'abord, revenons sur le Festival de Montgolfière et malheureusement, oui, de ce fameux déficit anticipé de près de 400 000 $. Parlons de notre Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, vous le savez, cette année se prépare pour une 40e édition. Par contre, dans les dernières semaines, vous l'avez vu, le directeur général a remis sa démission. 2 membres du conseil d'administration également ont quitté ou vont quitter. On pensait au départ qu'il y avait un léger surplus suite à l'excellente édition du mois d'août dernier. Or, on apprend ultimement qu'on parle d'un déficit opérationnel de 392 000. Que s'est-il passé? On essaie de démystifier tout ça avec un administrateur du conseil d'administration, mais qui connaît très bien l'organisation, c'est Benoît Lemay. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, Benoît, on se connaît de longue date. Tu as assumé la direction générale de cet événement-là pendant quelques années. Oui, jusqu'en 2018. C'était ma dernière édition. Bon, et après ça, tu as fait le choix aussi d'accepter de siéger sur le conseil d'administration malgré ton nouvel emploi dans la vie. Exact. Par pur plaisir et par amour du festival. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi c'est toi qui es assis devant moi aujourd'hui et non pas le président de l'événement, qui est le conseiller Jean Fontaine? C'est une bonne question. En fait, il y a le départ d'Éric, qui était le DG qui a quitté, je ne sais pas si on va en parler, mais a créé un trou quand même assez rapide. C'est une démission qu'Éric a fait. Puis on a fait le choix aussi de dire à Éric merci. Éric était là, il est toujours présent. Pas présent au festival, mais présent, on peut l'appeler quand on a besoin de lui. Mais ça prenait quelqu'un pour aider l'équipe du festival, une équipe très solide, très en contrôle. Par contre, ça prenait un chef d'orchestre. Donc, le CA m'a mandaté d'aller, je vais dire, donner un coup de main, mais aussi de m'assurer de la dotation du futur directeur général et de comprendre un petit peu le passé et de commencer à préparer le futur pendant la transition. Donc, je suis pas DG par intérim. Par contre, j'ai un rôle un peu particulier sur le conseil d'administration et on m'a demandé aussi de m'occuper des communications à court terme. Bon. 2 autres questions pour clarifier tout ça. La première est maintenant clarifiée. La deuxième est la suivante. Dans les semaines qui ont suivi l'édition, où on a eu une météo incroyable, une belle programmation, vraiment un festival couronné de succès post-pandémie. Puis oui, on connaît la problématique liée à l'inflation, les coûts de main-d'œuvre et tout ça. Mais malgré tout ça, Éric Boivin, l'ancien directeur général, ou Jean Fontaine, l'actuel président, nous ont dit, même M. Fontaine, il y a encore quelques semaines, nous disait, écoutez, le festival a retrouvé le chemin de la rentabilité. Or, moi et d'autres personnes, on a entendu entre les branches que ça ne serait pas ça. Et finalement, preuve à l'appui, les états financiers le démontrent. Est-ce que Éric Boivin et Jean Fontaine ont été induits en erreur ou s'ils ont été trop positifs à l'égard des chiffres préliminaires qu'ils avaient? Je pense que c'est le deuxième. Je pense qu'il y a eu un momentum de positif après le 39e édition. Et l'achalandage était au rendez-vous, la billetterie était au rendez-vous. Donc, les revenus autonomes qu'on appelle, les revenus que nous, on contrôle, qui ne sont pas des revenus qui sont déjà planifiés au niveau des subventions et des commandites, ont été mieux que prévu. Donc, il y a eu une augmentation à ce niveau-là par rapport à l'équilibre qu'on cherchait. Donc, je pense que c'était peut-être imprudent, avec du recul, de communiquer ça. C'est sûr que moi, que mes cheveux gris et mon passé, il y a toujours des surprises. Les dépenses du festival se font en bulk, là, en moton, on va le dire, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. C'est un feu roulant, puis c'est bourré d'imprévus. Donc, je pense qu'on avait peut-être trop d'optimisme envers le positif qu'on avait vu là, pendant les 9 jours d'événement. Y a-t-il un lien entre la démission d'Éric Boivin, la démission des 2 membres du CA et cette apparition surprise de déficit qu'on connaît aujourd'hui? Oui, je te dirais que la réponse à Benoît Lemay, c'est non. Je dis ça parce qu'il faudrait leur demander, peut-être dans le personnel, s'il y a un lien. Je ne crois pas, je ne crois vraiment pas. Éric, je pense qu'il a eu la chance de donner là, son explication. Le festival, pour l'avoir vécu, je peux comprendre Éric au sens que ça prend un certain profil. Éric avait un profil, Éric a donné, a vraiment contribué positivement pour l'évolution du redressement. Ça prend un autre profil, puis Éric, de son propre aveu, c'est pas une demande du CA, c'est vraiment Éric qui a fait un choix.
de démissionner. Je pense qu'il était rendu là. Avec du recul, on le comprend. Je t'avoue que sur le coup, en toute franchise, mon Dieu, Éric, ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'avec du recul, dans son explication, ça fait du choix. Et comment expliquer les démissions du comptable Paul Bellefleur et de Daniel Tremblay du conseil d'administration? Je ne le sais pas. C'est très demandant quand même. Bien, c'est très demandant. Comme tout conseil, on s'investit. Je pense que Daniel, avec son entreprise, c'était très demandant. Paul aussi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je t'avoue que j'ai pas eu des discussions très approfondies avec eux, mais je vois honnêtement vraiment aucun lien entre le déficit ou le départ d'Éric. Mais vous-même, au conseil d'administration, avez-vous eu un malaise entre le fait de vous faire dire, probablement vous aussi, que le festival avait repris le chemin de la rentabilité, puis là, pouf, on arrive avec un déficit de près de 400 000. L'impression que ça laisse, c'est que les deux membres du CA ont fait comme nous, on ne veut pas être associés à ça, puis on s'en va. C'est peut-être pas ça, c'est l'impression que ça laisse. Oui. Il y a deux questions il y a deux réponses à ta question. Le premier, est-ce que ça crée un malaise? Oui. Je t'avoue que personnellement, OK, j'ai un petit malaise avec on a dit ça, puis c'est pas ça. Bon, d'emblée, je pense que l'intention n'était pas mauvaise. Donc, c'est très, très défendable. Et puis, le lien entre les deux, c'était ça le deuxième élément? Le lien entre les deux, Daniel avait déjà commencé à nous dire « Oh, c'est demandant quand même. Daniel n'était pas là pour le long terme. Donc, encore une fois, Éric, je ne vois pas de lien direct. Mais le timing, j'avoue qu'il est particulier. Mais je pense que c'est juste une séance dont on clore l'événement et puis on passe à d'autres choses. Puis, l'autre truc qui mérite clarification, c'est qu'au moment où Éric Boivin a démissionné, moi, j'ai reçu ici le président Jean Fontaine qui nous dit « Oui, Éric Boivin quitte pour des raisons personnelles, mais il va rester avec nous jusqu'à la transition de la nouvelle personne. » Or, 3 jours après, Éric Boivin n'était plus là. Oui. Il s'est passé quoi? Oui. Bien, Éric est plus au festival, donc clairement, il n'est plus là, tu as raison, mais il est disponible, reste disponible. On trouvait, je pense collectivement, que c'était la meilleure formule, pas parce que on voulait pas voir Éric, au contraire, parce que pour le moment, on regarde vers le futur. Tu sais, on a fermé le passé. Éric représentait le passé, c'est son propre discours aussi. Là. On veut regarder vers le futur. Donc, pour embaucher, pour la stratégie du 40e, on voulait regarder en avant. Bon, revenons au déficit. Oui. Là, on se dit, on a un super festival, une météo, parce qu'on le sait, on a vécu des éditions où la météo était exécrable. Là, on a eu une édition vraiment où tous les morceaux étaient positifs. Et malgré ça, on arrive avec un déficit opérationnel de 392 000. Comment on peut l'expliquer? Bien, quand on parle de déficit, c'est une question d'équilibre. C'est une question de... On prend certains risques au niveau des revenus, quelle ambition qu'on veut pour l'événement, mais où on n'a pas été en mesure d'aller chercher l'équilibre qu'on recherchait, qui est déficit zéro, c'est vraiment tantôt, je parlais de juin à août, c'est vraiment ces surprises-là. C'est vraiment deux portions du budget au niveau des coûts. C'est la main-d'œuvre. Donc, je vous donne un exemple. On a des subventions pour certaines portions de la main-d'œuvre qui étaient au budget. On entérine des budgets là, incessamment là, pour le futur. Donc, ça s'entérine rapidement, puis ça se dépense plus tard, bien évidemment, comme tous les événements. Donc, on a des subventions. Il faut embaucher tant de nombre de personnes. Pas de main-d'œuvre il faut aller à l'externe. Donc, c'est tous des coûts. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les coûts d'exploitation, on avait planifié une augmentation. On était surpris là, à mesure de 20 à 25 de plus dans certains folios. Fait que ce qui fait que, oui, les revenus, très bien été, surtout au niveau autonome, mais l'équilibre n'était pas là. Bon, on le sait, dans l'événementiel, ce qui fait mal depuis plusieurs années, et pas juste les montgolfières, tout type d'événements, les subventions, qui sont plus à la hauteur de ce qu'elles ont déjà été il y a quelques années déjà, fédérales, provinciales, et les commandites. Là, on se dit, est-ce que le modèle d'affaires, est-ce que le modèle financier est bon? Parce que là, on se dit, on a eu une super édition. Il y a une limite à augmenter le coût de la billetterie, sinon le monde ne viendra plus. Oui, tout à fait. Là, on se dit, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a eu une super édition, une météo favorable, et malgré ça, on est déficitaire pareil. Alors, que fait-on maintenant? Oui. C'est une super bonne question, puis c'est une question que nous, au CA, on a depuis 2 ans. C'est pas une nouvelle discussion qu'on a. On parle de redressement. Redressement, c'est un grand mot. Tout le monde parle de redressement. Il fallait redresser les revenus. Fait que tu as un très bon point en disant que les subventions, les commandites sont plus ce qu'ils étaient. En fait, c'est juste que les coûts augmentent, puis le revenu qui est non autonome, subvention commandite, reste assez flat.
Donc, il faut se responsabiliser, je le dis comme ça, et augmenter nos revenus autonomes. Première partie du redressement, selon moi, accomplie. C'est ce qu'on a bien fait cet été. On se positionne pour le futur, mais il faut s'attaquer au coût. Donc, au niveau du modèle d'affaires, bonne question, on est là-dessus. Concrètement, le modèle 9 jours, est-ce que c'est le bon modèle? Je ne suis pas en train de dire qu'on va le changer, mais on est concrètement en train de l'évaluer, par contre. Là. Les revenus émanant de la billetterie, oui. Ça représente combien, ça? C'est 20 25 30 C'est en augmentation. En fait, il y a deux phénomènes très importants qui nous aident dans la pérennité. C'est, le mot revenu autonome, c'est ça, mais c'est la billetterie, c'est les breuvages, c'est la bouffe, la boisson. Puis c'est aussi cet élément de pré-vente, donc se protéger un peu de la pluie aussi. Donc la programmation est encore plus forte, l'offre qu'on fait est encore plus forte pour sécuriser ça. Mais c'est à peu près, je te dirais, un petit peu plus. C'était 20 là, c'est en augmentation, là, plus vers le 30 là. Ça dit tout. Donc, si tu as 20 de tes revenus qui viennent de la billetterie, bon, après ça, la vente de boissons puis les autres trucs, mais c'est là où on se rend compte que dans l'équilibre financier d'un événement comme ça, si les subventions puis les commandites ne sont pas au rendez-vous, on n'y arrivera jamais. Tout à fait. On n'y arrivera jamais. Dans le modèle actuel. Dans le modèle actuel. Parce que l'autre affaire, puis tu sais, on se connaît depuis longtemps, les gens confondent, ça c'est une opinion que j'aimais, là, mais que la Ville subventionne l'événement, comme elle le fait annuellement, ou qu'elle rembourse le déficit opérationnel du festival, à la fin de la journée, ça a le même argent, ça a la même poche qui paye, ça a la même affaire. C'est juste pas le même mot. Moi, je l'ai dit souvent, il y a beaucoup de villes au Québec qui investissent 1, 2, 3 millions de dollars de budget en campagne publicitaire. Mais la campagne n'est pas déficitaire, c'est un investissement publicitaire. Donc, la Ville investit dans sa marque de commerce, qui est les Montgolfières. C'est juste que publiquement, quand on dit le mot déficit, ça donne une connotation négative. Je suis content que tu t'apportes le point, Éric, parce que l'objectif n'est pas de faire des déficits. Au contraire. L'objectif, c'est d'être à l'équilibre zéro puis d'offrir à Saint-Jean ce qu'il mérite. C'est un beau festival, mais surtout une retombée intéressante, un branding qui est fort, 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 qui est, oui, la Montgolfière, mais aussi l'événementiel. Puis je pense que c'est ce que le festival fait à chaque année. Fait que oui, déficit un peu péjoratif. En même temps, c'est pas l'objectif d'en faire. Par contre, c'est un investissement que la Ville fait et les commanditaires Et aussi. ultimement, ça sera donc aux élus, au conseil de ville, de savoir, le festival, ça vaut combien puis ça coûte combien. Exact. Ça coûte 1 million, ça coûte 1 million, ça coûte 1,5 million. On enlève le mot déficit. Ça coûte ça. Bon. Ça coûte ça, puis c'est ce qu'on a en retour aussi. Et si on n'a pas de festival, cet argent-là, on ferait quoi avec? C'est ça. Est-ce qu'on ferait d'autres choses? Est-ce qu'on se... Bon, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher la même retombée? Mais, sauf que, de ce que j'ai compris, c'est malgré le fait qu'il y a un déficit de près de 400 000 cette année, vous n'avez pas besoin de demander à la Ville de le rembourser parce que vous aviez des liquidités. C'est bien ça? Je te dirais ni oui ni non. Je ne veux pas être dans zone grise, là. C'est juste qu'on est encore dans ces discussions-là, à même le conseil d'administration. Fait que... à court terme, effectivement, il y avait des réserves, puis l'équipe du festival est là, puis elle travaille au 40e. Selon l'ampleur qu'on veut donner au 40e, c'est le 40e, c'est important, on y tient. Il y a des ajustements, des discussions à avoir avec la Ville. Avec la Ville. Mais, là, je vais reprendre un terme en anglais, mais vous avez du cash flow, là. Oui. C'est ça. Oui. Je dis à court terme, pas que dans le moyen terme, il n'y en a plus, mais c'est toujours au niveau de l'ambition. Tu sais, c'est d'investir pour l'année prochaine puis le futur. Donc, à court terme, négociation à venir avec la Ville selon l'ampleur de ce que la Ville veut versus le 40e. Nomination d'un nouveau directeur général ou directrice générale d'ici quelques semaines? Oui, on espère. On a des bons candidats. On espère d'ici 3 semaines avoir un candidat à vous présenter. Là. Puis ultimement... pas un candidat, mais un directeur général à vous présenter. Et ultimement, bien évidemment, les efforts seront mis maintenant pour, évidemment, la programmation du 40e anniversaire de cette année. Là. Ça, c'est ça qui presse à court terme. Là. Exactement. Puis même sans direction générale, pour le moment, l'équipe de direction du festival, très fort, très solide, est en train de préparer le 40e, analyser des scénarios de modèle d'affaires, analyser des scénarios pour l'année prochaine. Donc, je dirais, encore une fois, d'ici le 3 semaines, là, le CA va peut-être me dire, ou l'équipe va peut-être me dire qu'elle ne donne pas de date, mais d'ici le court terme, là, on va commencer à être plus vers le futur et fermer le passé. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qui s'est passé là, dans les derniers jours, les dernières semaines? Là? C'est un peu ça l'affaire. Je reviens à ce qu'on se disait au début. On pensait que le festival allait faire un surplus, qu'on avait retrouvé la rentabilité. Là,
3 personnes qui quittent, Ouais. là, finalement, les chiffres arrivent. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, de cette Bien, expérience-là? je retiens qu'il y a encore beaucoup d'engouement pour le festival parce qu'on m'en parle beaucoup. Ouais. Du déficit, du non-déficit, du déficit, du... Puis ça, j'aime ça. Ça, tu sais, je veux dire, bon, j'aime pas parler de choses négatives, mais il y a de l'engouement dans la ville, même à l'extérieur de la ville. Tu sais, on parle beaucoup le festival de Ouais. Saint-Jean, oui, mais c'est un festival qui est national et même international. Il y a encore beaucoup d'engouement pour ce festival-là. Moi, je retiens que l'événement, le 39e, le dernier événement, il y a eu plein de positifs. Changement de site, restructuration de la billetterie, la façon que les choses sont faites. Éric a apporté des choses super importantes qui vont perdurer. On a électrifié le site, on a investi dans le site aussi, qui nous positionne pour le 40e d'une façon plus solide. Prudence et transparence? Ça aussi. Oui, en fait prudence, prudence au niveau de l'engouement, tout à fait. Ça reste un événement, je ne sais pas si on suit ça, je sais que tu suis ça un petit peu plus, Éric, mais puis je ne veux pas comparer le festival aux autres, mais on a tous vécu un été difficile post-pandémique. C'était la première année qui était go, on fonce. Tout le monde a eu des surprises, fait que prudence, absolument, c'est un très bon mot. Benoît Lemay, merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Parlons du lancement officiel des petits ambassadeurs de la Montérégie. Pour en parler avec nous, Maude Saint-Hilaire, qui est conseillère aux communications et gestionnaire de projet à la Montérégie, le garde-manger du Québec. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce que c'est. Bon, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on connaît, mais je pense que c'est important de le répéter. La Montérégie, le garde-manger du Québec, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est une campagne de promotion qui vise à faire connaître les produits régionaux pour les Montérégiens et les Montérégiennes. Donc, que ce soit par des visites à la ferme ou chez les transformateurs ou par le biais de différents projets. Donc, on vise vraiment l'achat local finalement. Bon, ça existe quand même depuis plusieurs années. Oui, effectivement, là, on parle depuis, là, je ne veux pas dire de bêtises, là, mais 2014, je crois, 2013-2014. Oui. Presque une dizaine d'années. Et là, Tout quel est le lien maintenant avec ce que vous lancez par rapport aux petits ambassadeurs? Quels sont le type de projet ou d'activité que ça comprend? Oui, j'ai terminé ma présentation en parlant d'achat local. Bien, c'est un peu le principe à la base du projet des petits ambassadeurs. C'est un projet, en fait, qui n'est pas seulement déployé en Montérégie, mais un peu partout au Québec. Et le but, c'est d'emmener les CPE et les garderies, là, que ce soit en milieu familial ou les garderies privées, à s'approvisionner le plus possible en produits régionaux et sinon en produits du Québec. Donc, les milieux de garde ont des cibles à atteindre dans 10 produits, 10 catégories d'aliments. Et il faut qu'ils puissent atteindre 7 cibles sur 10 pour pouvoir être accrédités petits ambassadeurs. Okay. Et en plus, en fait, de s'approvisionner localement, donc d'acheter localement, on leur demande d'organiser des activités de sensibilisation, d'éducation en lien avec le milieu bioalimentaire pour les jeunes. Donc, plus on les sensibilise jeunes, plus ils vont accorder une importance à l'achat local là, par la suite. Mais ça, c'est le volet qui est intéressant parce qu'au-delà du volet administratif où vous contactez, je présume, les administrateurs des garderies, des CPE, mais ça va plus loin que ça. L'idée, c'est de prendre nos tout-petits là, de 2, 3, 4 ans puis de commencer à leur inculquer cette culture-là, ce principe-là. Effectivement. Puis on le sait, là, quand on les prend très jeunes, quand on inculque des habitudes très tôt chez les tout-petits,
ben, c'est des habitudes qui vont se prolonger tout au long de leur vie. On le voit là, dans différentes sphères, puis on y croit beaucoup. Donc, avec l'alimentation, c'est pareil. Est-ce que c'est vous qui approchez les CPE ou si ce sont eux-mêmes qui vous sollicitent pour faire partie du programme? Ben, au départ, c'était surtout nous parce que c'était un projet qui était tout nouveau. Donc, par le biais de nos partenaires, par exemple, le regroupement des CPE de la Montérégie, on est allé faire la présentation là, à des directions de CPE et à des responsables en alimentation du projet et leur dire qu'est-ce que nous, on pouvait leur offrir en termes d'accompagnement et de soutien. Mais évidemment, là, ça roule depuis un certain temps, ce qui fait que parfois, ils ont entendu par le biais de leur père, donc d'autres CPE, parfois par le biais de médias comme aujourd'hui, par exemple. Bien là, ils vont communiquer avec nous parce que ça vient rejoindre leurs valeurs. OK. Quels sont c'est quoi les avantages pour eux d'adhérer à ça, au-delà de dire, ben on fait quelque chose de bien collectivement, mais qu'est-ce que ça leur donne au centre à la petite enfance de faire ça? Bien, il y a plusieurs avantages. D'abord, tout le soutien que nous, on va leur offrir. Ouais. Bien qu'il y ait une volonté, par exemple, d'offrir des produits régionaux, c'est pas toujours évident de les identifier chez les distributeurs ou en épicerie. Donc, nous, on est vraiment là pour les aider à bien identifier les produits qui viennent de la Montérégie. On va les aider dans l'analyse, on va leur faire des recommandations aussi puis on essaie de faire ça le plus simple possible. Donc, il y a ce volet-là. Il y a tout le volet aussi outils. Donc, on va leur fournir des outils, la liste des fermes qui acceptent de recevoir des groupes, par exemple, en Montérégie. Donc, tout le volet accompagnement et soutien est très, très important. Ça leur donne une belle visibilité également. Donc, quand on va dans les médias parler des CPE, ben, c'est une belle visibilité pour eux. Mais c'est aussi souvent une fierté chez les parents de savoir que le CPE de leur enfant offre des produits régionaux. Donc, on a des outils qu'on leur donne pour qu'eux, après ça, ils puissent, sur les réseaux sociaux ou dans les installations, afficher qu'ils sont membres petits ambassadeurs, qu'ils sont accrédités petits ambassadeurs. Je présume, comme dans tout changement d'habitude, bon, il faut que les personnes responsables des achats, responsables de l'approvisionnement dans les CPE, changent leur façon de faire, probablement le cuisinier ou la cuisinière aussi. Vous savez, l'humain étant l'humain, on aime ça quand c'est pas compliqué puis pas trop cher. Donc, probablement que le premier paradigme à briser, c'est de dire que ça peut être pas trop compliqué et pas trop cher. Expliquez-nous un peu, parce que c'est un changement de culture. Je présume quelqu'un qui est habitué d'acheter ses affaires d'une manière depuis X nombre d'années, puis on dit « Ouais, mais là, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses l'effort de penser autrement. » Expliquez-nous en quoi c'est pas nécessairement plus cher ou plus compliqué de faire ce virage-là. Ça me fait sourire parce que c'est souvent le premier commentaire qu'on reçoit quand on vient présenter le projet des petits ambassadeurs. Oui, mais est-ce que c'est compliqué? Oui, mais est-ce que ça va me coûter plus cher? Puis la réponse, c'est qu'il y a des solutions qui sont quand même simples à mettre en place. C'est sûr qu'on va y aller selon la réalité de chaque milieu pour faire nos recommandations. Mais ça existe quand même des solutions efficaces et simples. Et nous, on est parti de notre première cohorte de l'an dernier, puis on a une responsable en alimentation qu'on fait témoigner à l'occasion qui, elle, est venue justement dire en bout de ligne, ça ne m'a pas coûté plus cher. Oui, il y a des aliments qui m'ont coûté un petit peu plus cher, mais j'en ai d'autres qui, au contraire, m'ont permis des économies, ce qui fait en bout de ligne que mon budget il est respecté. Donc, Puis ça, même Aliments du Québec est en train de travailler sur cette perception-là, parce que c'est pas vrai que manger local, ça coûte plus cher. C'est bien de le dire. Là, dans votre première cohorte, vous aviez combien de garderies ou de CPE qui ont participé? Bien, si on parle en termes de CPE, on avait 5 CPE qui participaient. Par contre, là, d'un CPE à l'autre, c'est pas toujours... il peut y avoir une installation, 2 installations, 3 installations. Donc ça change là, en cours de route, mais c'est 5 CPE pour la première cohorte. Et là, dans la deuxième, il y en a quand même pas mal qui s'ajoutent? Oui, en fait, on a 6 CPE cette année qui s'ajoutent, mais c'est qu'on a plus d'installations cette année que dans la première année. Parce que là, dans la première cohorte, de ce que je comprends, bon, ici, localement, près de nous, il y avait le CPE Les Poussineaux.
Oui. qui ont 2 installations, une à Saint-Jean, une à l'Acadie. Et là, dans la deuxième cohorte, s'ajoute entre autres le CPE Franquette-la-Grenouille à Chambly. Puis d'autres, évidemment, qui sont plus en périphérie de notre territoire immédiatement. Mais dites-moi, les gens qui nous regardent en ce moment, là, qui soit travaillent en CPE ou qui sont des parents, qui sont administrateurs de leur CPE ou juste des clients de leur CPE, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour dire à leurs dirigeants de CPE, bien, moi, j'aimerais ça que le CPE de mes enfants adhère à ce programme-là? Bien, en fait, l'information se trouve facilement sur les sites Internet, que ce soit le site Internet de la Montérégie, le Garde-manger du Québec, ou encore celui de regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Donc, en un premier temps, cette information-là pourrait être apportée aux membres de CA. Les gens peuvent communiquer avec moi également. S'ils souhaitent que moi, j'aille faire une présentation du projet aux membres du CA, c'est tout à fait possible. On peut en prévoir une d'abord avec la direction, puis une ensuite avec les membres de CA. Donc, il y a différentes alternatives possibles. Parce que est-ce que votre souhait ultime, c'est qu'une très vaste majorité de CPE adhère à ça au fil du temps? Au fil du temps, effectivement. Évidemment, le temps m'étant limité, je ne pourrais pas avoir 300 CPE en une seule année à accompagner. Mais c'est pour ça qu'on y va d'une année à l'autre avec quelques CPE, mais le souhait, ce serait que l'ensemble des milieux de garde soient accrédités. Et ça ne veut pas dire que... Allez-y. Ça ne veut pas dire que quand un CPE intègre une cohorte, qu'il est nécessairement accrédité tout de suite. Parce qu'il faut qu'il soit capable d'atteindre les 7 cibles. Mais progressivement, ces gens-là vont améliorer leur approvisionnement. Puis, en bout de ligne, à un moment donné, ils seront accrédités. Bien, tout à fait, c'est super intéressant. Bon, moi, mes propres enfants ont fréquenté les Poussineaux, mais il y a 25 ans. Donc, je ne suis plus là-dedans aujourd'hui. Mais moi, si j'étais aujourd'hui un parent qui fréquente un CPE, bien, je dirais à mon CPE, ça serait peut-être plaisant qu'on regarde cette solution-là, si ce n'est que ce changement de culture et la fierté qui rejaillit au final de tout ça. Effectivement, tout à fait. Un gros merci. Bonne chance pour la suite. Mais merci à vous pour l'invitation. Je vous souhaite une belle journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent va tenir son assemblée générale annuelle le 15 avril le prochain. Si vous avez de l'intérêt, vous désirez bien sûr y participer, vous pouvez écrire directement par courriel à Julien Dancause. L'adresse est à l'écran. À demain. Bye-bye.